Bonjour et bienvenue dans 5h50. S'il est 5h50 lorsque vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en avance et que vous avez démarré vos projets avant vos concurrents. Alors avant de démarrer notre explication sur le cloud computing aujourd'hui, je voudrais vous inviter à vous inscrire à la newsletter de 5h50 sur le site 5h50.com et vous pourrez recevoir chaque semaine les titres de l'actualité et ne plus rater aucune nouvelle qui vous intéresse. Alors le cloud computing, c'est un terme qui paraît assez poétique, assez abstrait, et pourtant, il y a une réalité technologique derrière que l'on va tenter d'expliquer ici. Alors dans le courant des années 60-80, on avait principalement des ordinateurs personnels qui étaient localisés dans ces entreprises et on enregistrait des informations qui étaient plutôt locales. Mais dans la même période, on avait un développement de la centralisation de ces informations. C'est notamment en priorité les banques et les assurances qui travaillent dans des bâtiments qui sont aussi grands que la Tour Eiffel, qui avaient cette capacité d'investir sur des infrastructures numériques et pouvoir recueillir des informations nationales à un seul endroit. Si vous n'êtes pas né sur la planète Mars, normalement vous savez qu'un ordinateur personnel est constitué d'une partie qu'on appelle le disque dur, sur laquelle on va enregistrer les informations. Ces informations, que vous laissiez allumer votre ordinateur ou que vous l'éteigniez, elles restent présentes sur le disque dur et lorsque vous allumez votre ordinateur, vous pouvez y accéder en tant qu'utilisateur personnel de cet ordinateur. Sur un serveur, en fait, on a pris cette fonction de disque dur, cette fonction de mémoire, et on l'a localisé à un endroit, autrement dit, on l'a délocalisé de l'endroit où c'était utilisé normalement. Et par exemple, si on prend le cas d'une banque, eh bien, la banque va avoir un serveur où elle centralise toutes les informations et toutes les banques qui font partie du réseau vont pouvoir accéder à ces informations en temps réel. Autrement dit, on passe d'une utilisation où il y a un seul utilisateur qui rentre des informations et qui peut y accéder à un seul endroit où plusieurs utilisateurs peuvent accéder à ces mêmes informations. Alors avec l'arrivée d'Internet dans le tournant des années 90, ici on a vu se démocratiser cette utilisation et on a pu voir apparaître des utilisations qui n'étaient pas faites auparavant. Et c'est par exemple l'apparition du site vitrine. N'importe quelle entreprise, que ce soit une banque, une assurance ou d'autres sociétés, les sociétés de transport, les sociétés médicales, les sociétés de vente de vélos, peu importe, toutes les sociétés avaient accès à cette capacité de pouvoir délocaliser leurs informations numériques et de pouvoir surtout les rendre accessibles au plus grand nombre. Alors ces serveurs, ils peuvent être utilisés et hébergés par l'utilisateur. Par exemple, si j'ai une entreprise de médias, je peux avoir mon propre serveur et le rendre accessible à mon public. Mais là, attention, ça demande des compétences techniques. Il ne faut pas se vautrer, vraiment. Parce qu'il va falloir configurer le serveur, il va falloir le maintenir et le rendre accessible quoi qu'il arrive. Alors si je suis en train de dormir et que le serveur plante, là ça pose problème parce que les utilisateurs ne peuvent pas venir. Donc il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans l'acquisition de serveurs et dans la location de ces serveurs. C'est ce qu'on appelle les hébergeurs. Alors les hébergeurs, ils achètent des serveurs et ils les louent à des clients professionnels principalement, mais ça pourrait très bien être un particulier. Et ces clients peuvent louer donc un serveur complet. C'est ce qui se faisait généralement au tout début. Mais on s'est vite rendu compte qu'un serveur n'était pas utilisé à la pleine capacité de sa mémoire. C'est-à-dire qu'un serveur, par exemple, qui avait 1 gigaoctet de mémoire, n'était utilisé qu'à 100 mégaoctets, par exemple, par une entreprise. Et du coup, les 900 mégaoctets restants n'étaient pas utilisés. Donc, on a très vite partitionné les serveurs. Autrement dit, on a permis à une entreprise d'utiliser 100 mégaoctets et on a permis à 9 autres entreprises de pouvoir utiliser le reste de la mémoire. Et ça permettait aux hébergeurs de vendre un peu plus cher, finalement,
l'allocation de leur matériel. Et peut-être que finalement le prix qui était divisé par 10 revenait à un prix plus intéressant pour chaque client. Donc voilà, on le voit, il y a une mutualisation des serveurs. Mais là, attention, il faut que chaque partition soit bien protégée. Et là, il faut vraiment une barrière qui soit plus haute que le mur de Donald Trump qui sépare le Mexique et les États-Unis. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il faut une sécurité assez forte pour ne pas qu'il y ait un site qui entraîne des dégâts sur les autres sites dans le même serveur. Et on voit que c'est assez complexe ici. Et on voit qu'il y a des métiers tels que l'architecture réseau ou la sécurité informatique qui sont nés à cause de ces besoins en sécurité des partitions. Quoi qu'il en soit, il y a certaines entreprises qui n'ont besoin que d'une petite partition d'un serveur. Il y a d'autres entreprises qui ont besoin d'un serveur complet, et puis il y a d'autres entreprises qui ont besoin de beaucoup de serveurs. C'est le cas par exemple d'entreprises telles que la NASA. La NASA fait des calculs pour savoir où se situe la sonde spatiale Voyager par exemple. Elle a besoin de puissance de calcul assez importante à des temps qui sont assez restreints. Donc, la NASA ne voudrait pas acheter des serveurs juste au moment où elle a besoin de faire ses calculs. Donc, elle va louer une partie de serveurs, par exemple 4 rangées de serveurs, à tel moment pour effectuer son calcul. Et une fois qu'elle aura fini son calcul, eh bien, elle n'aura plus besoin des machines. Eh bien, ça, le cloud computing, c'est cette capacité de pouvoir partager les serveurs au moment donné et de pouvoir les rendre disponibles dès qu'on n'en a plus l'utilité. Le cloud computing, finalement, ça pourrait être une partition de serveurs. On aurait pu l'appeler comme ça, mais c'est vrai que c'est plus poétique d'utiliser un terme nuage qui est un peu flou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin d'une capacité de mémoire, une capacité d'accès à cette mémoire, et peu importe là où c'est servi, peu importe la machine qui va servir ça, on a besoin de ça et on achète ça. Et dans le cloud computing, finalement, ce que vous achetez, c'est un espace sur un serveur. C'est un disque dur en quelque sorte. Alors voilà, dans l'avenir du cloud computing, on va avoir des entreprises très spécialisées dans l'hébergement des données numériques, telles que Microsoft, telles que IBM, telles que Amazon ou encore Dell. Et eux, ils investissent à coût de millions, voire à coût de milliards, pour avoir les infrastructures les plus fortes, les plus rapides, et pour pouvoir devenir le numéro 1 de l'infrastructure numérique. Et on le voit, ça va peut-être créer des problèmes de trust aux États-Unis en l'occurrence, mais aussi sur d'autres continents. Et puis il y a toujours cette question latente, la sécurité des informations. Lorsqu'on a centralisé toutes les informations à un lieu donné, un lieu physique, peu importe où il se trouve, il est quand même vulnérable. Et ça peut être un incendie tel qu'on l'a connu avec l'incendie de OVH, mais ça peut être également une attaque de hacker ou d'autres choses que l'on pourrait imaginer. Donc on le voit, le cloud computing est un terme qui a émergé récemment, qui ne fait référence qu'à des technologies que l'on connaît depuis plusieurs années. Et en tout cas, les entreprises hébergeant les sites internet et les services numériques arrivent mieux à vendre grâce à ce terme. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de 5h50.